C'est Michel Domas, donc, qui est au sein du réseau Dino depuis 3 ans et demi. Et qui va nous faire cette présentation. Donc en fait, Michel, je vais vous la présenter en quelques mots. Elle a travaillé pendant 20 ans dans le monde de l'entreprise, notamment chez un opérateur de télécom. Et puis aujourd'hui, elle est indépendante et notamment sur des missions de transformation complexes. Et ce qui fait effectivement tout à fait écho avec le sujet d'aujourd'hui sur la transformation digitale. Donc plus précisément, Michel, elle est ingénieure de formation, doublée d'un DESS à l'IAE d'Aix-en-Provence et puis triplée d'un master exécutif à HEC Les donc notamment en management de stratégie de l'information et des technologies. Voilà. Et elle a fait une thèse sur la transformation digitale qu'elle a soutenue avec une collègue qui viendra d'ailleurs en parler prochainement également. Et cette thèse a été soutenue donc à HEC. Alors, ce que quand même je voulais vous préciser qui est important, c'est que... alors attendez, je vais revenir, je ne sais pas si je peux en arrière. C'est pas grave, je reviendrai tout à l'heure. Il va y avoir 2 présentations. La première partie, c'est celle de ce soir, qui va être présentée par Michel et qui sera sur justement l'humain comme clé de succès dans la transformation. Et puis la deuxième partie aura lieu jeudi prochain, donc à la même heure, et ce sera beaucoup plus sur l'agilité au niveau de l'entreprise et comment effectivement cet élément d'agilité peut conduire à une transformation digitale. Donc là, vous assistez ce soir, bien entendu, sur cette première partie. Et la deuxième partie, ce sera le tandem de nouveau avec Michel et avec son acolyte et collègue Swail Traverson. J'espère ne pas écorcher son nom. Voilà, écoute, je te propose, Michel, déjà d'entamer la présentation. S'il vous plaît, mettez-vous tous sur mute. Et pour que vous sachiez, nous sommes en train d'enregistrer cette conférence. Donc, vous pourrez la regarder de nouveau en replay. Et puis, vous connaissez le principe, un petit chat avec converser. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est à toi, Michel. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je suis très contente en fait de partager avec vous la thèse que j'ai écrite l'année dernière et sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur l'humain et sur la transformation digitale. En fait, je suis directeur de projet de base, et donc sur des programmes complexes et stratégiques où on demande à l'entreprise de changer. Et en ayant une thèse à écrire, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait que les projets stratégiques de transformation des organisations marchent ou pas? Et plus précisément, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'humain soit une clé de succès des clés de projets stratégiques de transformation? C'est-à-dire, quels sont les leviers qui vont permettre aux managers, aux grands directeurs, mais aussi aux managers intermédiaires, mais aussi aux directeurs de projet, chacun à son niveau, de faire en sorte que l'équipe qui a initié les transformations réussisse et réussisse bien. Et donc, c'est sur ce sujet-là que j'ai travaillé pendant un certain temps et sur lequel j'ai soutenu ma thèse, donc l'année dernière, dans le cadre du master spécialisé MSIT, HEC Les Mines. Et donc, c'est un double diplôme. Voilà. Et je suis ravie de vous présenter mes réflexions et ma démarche. Alors, une thèse, ça prend à peu près, alors c'est une thèse professionnelle, c'est pas une thèse de 3 ans, ça peut prendre 9 mois, c'est généralement en 2 parties, une partie sur la théorie et une partie sur la rencontre de professionnels pour voir comment ils ont réussi ou comment ils voient le sujet. Voilà. Et donc, je vais argumenter ma présentation sur 5 points. Je vous parlerai des conditions de succès des transformations digitales, la façon dont l'humain peut être une des clés de ces succès,
Et ça, c'est dans la théorie. Après, je regarderai, je vous partagerai les témoignages que j'ai eus des opérationnels. Et puis, je vous présenterai donc en synthèse ce que je vois comme typologie de levier pour aider les équipes à innover. Et puis, plus précisément, au-delà de la typologie, quels sont les leviers du manager et du directeur de projet pour permettre aux équipes, et je dis bien d'innover, de trouver comment travailler différemment. Dans les conditions de succès, alors, on a Luc Brandberg, en fait, petite transformation digitale, qui dit d'abord la transformation, c'est une transformation personnelle du regard qu'on porte sur le monde qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire que si on ne change pas sa façon de voir les choses, on ne se transformera pas. Et du coup, on voit que on a des modèles mentaux. Là, on est plutôt, c'est plutôt Philippe Zimmermann qui dit ça. On a des modèles mentaux, c'est-à-dire qu'on a des lunettes qui nous font voir le monde d'une certaine façon. Et cette vision du monde, elle est parfois différente de la réalité et elle est parfois différente de la façon dont d'autres voient le monde. Et souvent, quand on est en entreprise, au bout d'un certain temps, on rentre dans le moule, on dit. Et donc, en fait, on voit tous le monde de la même façon. Et si on n'a pas des choses qui nous permettent de voir différemment le monde, on va avoir du mal à se transformer ensemble. Et donc, pour ça, pour enlever ces lunettes, pour voir autre chose, en fait, il faut favoriser les rencontres, les échanges et apprendre de l'autre. Un projet de transformation digitale, c'est pas un projet comme un projet de développement d'un SI. C'est un projet où on ne connaît pas trop l'endroit où on va. On sait qu'on veut bouger, on a un sens, il faut optimiser nos process, mais on n'a pas la solution. Et donc, contrairement à des projets où je connais bien la cible et je veux aller vers la cible, on est là dans une situation où il faut qu'on parte. C'est un raisonnement effectuel il faut qu'on parte de la réalité des choses, la façon dont on fonctionne. Et à partir de cette réalité, on va regarder ce qu'on doit changer. On va tirer parti des opportunités et de ce qui arrive. On va se faire des alliés. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir faire un premier pas et transformer quelque chose. Et puis, c'est un effet boule de neige. On va repartir de ce nouveau point de départ pour re-regarder eh bien, qu'est-ce qu'on peut changer, quelles sont les pertes acceptables, se refaire des alliés et avancer. Et du coup, les conditions de succès d'une transformation, c'est déjà bien connaître de quoi on part. Quelle est la situation de l'entreprise? Comment elle voit, quels sont les processus qui existent? Et c'est une fois que je sais ce qui existe que je peux prendre conscience du biais de mon modèle et que je peux imaginer autre chose. Condition du succès aussi, on s'aperçoit que le monde est complexe, les entreprises sont souvent très grosses et très hiérarchiques. Et parfois, les structures sont tellement figées qu'on ne peut plus changer quelque chose, qu'on ne sait plus être assez souple pour innover. Il y a un exemple qui est frappant que décrit donc Daniel Cold dans Culture Code. Il a, et je vais vous faire partager. Allô? Vous m'entendez? Ouais. Allô? Ouais. Oui, on t'entend bien, C'est Michel. bon? D'accord. Donc, Daniel Coll, dans Culture Code, il a fait un petit jeu avec différents groupes. Et l'objectif, c'était avec des caplas de monter la tour la plus haute. Et il avait le premier groupe, c'est des gens qui avaient des MBA, et donc il y avait des codes entre eux. Le deuxième groupe, c'était des avocats. Le troisième, des CEO. Et le quatrième, c'était des gens du jardin d'enfants. Et l'objectif, le même temps pour tous, monter la tour la plus haute. Et en fait, ceux qui ont toujours monté la tour la plus haute, c'est les enfants du jardin d'enfants.
Il a expliqué ça comment? Il a expliqué ça parce que eux n'avaient pas de hiérarchie dans leur groupe, n'avaient pas de code préétabli pour trouver la bonne solution. Et donc, ils sont auto-organisés ensemble avec ceux qui étaient présents. Et c'est ensemble qu'ils ont créé cette tour la plus haute. Tous les autres, eh ben déjà, il y avait des gens qui étaient plus hiérarchiques que d'autres, il y avait des codes de bonne conduite, et le temps qu'ils transgressent toutes ces règles, eh ben, ils ont mis plus de temps que les enfants du jardin d'enfants. Et donc, en fait, pour pouvoir hacker, pour pouvoir trouver une bonne solution, il faut pouvoir écouter tout le monde au même niveau, écouter les bonnes idées de tous. Il y a aussi un autre point qui est très important, que dit là aussi Luc Bandebert dans son livre, hein, c'est que on n'a jamais la bonne solution du premier coup, et il faut savoir accepter les allers-retours et les erreurs. Et ça, dans une culture française, c'est assez difficile. Et si on veut innover, il faut pouvoir se dire, bah, j'essaye quelque chose, et si ça ne marche pas, je reviens en arrière, je fais autre chose, et c'est en faisant ces allers-retours qu'on va trouver la bonne solution. Et tout ça, ça va nous prendre du temps. Et c'est pour ça que la transformation et la transformation digitale de quelque chose de nouveau, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Le temps qu'on s'adapte, qu'on retrouve la bonne solution et qu'on avance ensemble. Avec 3 prérequis qu'on voit qui sont avoir un climat de confiance et de sécurité pour pouvoir s'exprimer, pour, et voir sa parole entendue, cette acceptation du mode essai-erreur qui est très difficile pour un Français, et puis d'un point de vue entreprise, effectivement, une cohérence des messages des managers, parce que si on va avoir un manager qui dit je suis pour, un autre qui dit bah non, c'est sûr que le collaborateur, il ne va pas se sentir en confiance, il ne va pas se sentir écouté, il ne va pas avoir d'initiative pour proposer des solutions. Alors, comment l'humain peut-il être une clé de succès dans ces projets stratégiques de transformation digitale? Eh bien déjà, il faut bien choisir l'équipe, parce que les équipes qui vont monter le projet, les équipes qui vont travailler ensemble, c'est une alchimie rare pour trouver, enfin, rare ou pas rare, mais ce n'est pas n'importe qui qu'on doit mettre ensemble pour qu'ils arrivent à travailler et qu'ils arrivent à s'écouter. Hein. Une personne de plus ne rendra pas l'équipe plus efficace. Il faut trouver la bonne personne, que ce soit un profil complémentaire ou disruptif, et on va pouvoir démultiplier les effets. Et l'objectif étant de ne pas travailler les uns contre les autres, mais d'avoir comme le distingue dans son superbe livre là, sur la 5e discipline, arriver à créer une équipe apprenante. Une équipe apprenante, ça va être une équipe où on va pouvoir identifier bien, globaliser le système, plus parler en émotion, mais plutôt de manière posée, parce que l'émotion, des fois, ça perturbe le dialogue. Partager ses modèles mentaux, sa vision, et pouvoir apprendre et être capable d'apprendre ensemble. Apprendre ensemble, ça veut dire aussi dialoguer, et pas se dire dialoguer et écouter l'autre en fait. Et c'est comme ça que l'entreprise et l'équipe plutôt va évoluer petit à petit et trouver la bonne solution pour l'entreprise. Il y a un point important que j'ai trouvé lors de ma bibliographie, lors de ma recherche, et qui m'a paru pas si évident pour un Français, c'est que se dire que au-delà de la connaissance, l'émotionnel est très efficace. En fait, quand on veut imaginer de nouvelles solutions, quelque part, c'est imaginer une nouvelle culture, et ça se hack surtout par l'émotionnel. C'est qu'on voit que l'autre sait faire quelque chose, on va faire pareil. Je vous prends un exemple d'actualité. Zoom. On peut apprendre comment fonctionne Zoom. Pour autant, si on n'a pas l'habitude, on va se dire c'est compliqué. Si je vois une personne que je connais, qui a 10 ans de plus que moi, et je la vois utiliser Zoom, et elle se débrouille bien, je vais me dire, puisqu'elle le fait,
moi aussi je vais le faire. Et je vais avoir beaucoup plus de facilité à accepter de travailler différemment parce que j'ai vu quelqu'un faire quelque chose que parce que j'ai appris qu'on pouvait le faire. Et donc, si je veux changer la culture d'une entreprise, il va falloir trouver des moyens pour travailler sur les émotions, pour donner des outils qui vont non seulement apprendre, mais qui vont jouer sur la perception des choses. Et du coup, la conclusion j'en ai tirée, c'est que d'une part, tout le pouvoir de transformation de l'entreprise, c'est bien son capital humain qui lui donne. Qu'un des points fondamentaux, ça va être de créer cette intelligence collective apprenante. Et que contrairement à ce qu'on pense, les échanges émotionnels vont jouer un grand rôle pour pouvoir hacker la façon de faire. Et donc, il va falloir modifier petit à petit cette culture de l'entreprise. Et pour ça, alors, on nous apprend que les leaders les plus accomplis, ce qu'ils font, en fait, ils n'apprennent pas dans les livres, ils vont voir les copains et ils demandent aux copains quelles sont leurs solutions. Et c'est l'intelligence en réseau qui fonctionne le mieux. Google le fait aussi, puisqu'il va aller chercher, et ça c'est ce que j'ai marqué sur Google, c'est sur leur première page de leur site, ils vont aller chercher les bonnes idées de partout et ils vont les récupérer. Et du coup, la base, ça va être d'avoir un management fédérateur de sens et trouver du temps libre à tous les collaborateurs pour avoir des relations entre pairs, qu'elles soient internes, externes, et enrichir leur perception du monde. Il faut savoir que, enfin j'ai appris plutôt dans mes échanges, qu'au Canada, de 5 à 7, donc avant le Covid, c'était un temps qui était dédié aux échanges avec d'autres personnes que de l'entreprise. Et donc les gens partent plus tôt, mais dans ce temps-là, ils essayent eh bien, de réseauter, comme on fait nous au réseau Odino. Hein, voilà. Mais c'est un temps reconnu, ce qui n'est pas le cas en France. Et du coup, quand on parle de transformation digitale, souvent on parle d'outils, on pense outils. Et en fait, toute la bibliographie que j'ai parcourue hein, pour écrire cette thèse m'a montré que on n'est pas dans les outils. Les outils, ce sont que des outils. Et en fait, pour réussir, c'est surtout un état d'esprit. Et cet état d'esprit de collaboratif, d'aller changer sa vision du monde, d'écouter la vision des autres, qui va faire qu'on va petit à petit se transformer et se transformer ensemble. Un point super important, effectivement, dans l'entreprise française, et là où je travaille en ce moment et là où je travaillais avant, ça se voit tout de suite, hein, c'est le fait que ça pose la question du fonctionnement hiérarchique. Parce que si le chef a toujours raison, c'est pas la peine de lui dire autre chose que ce qu'il a envie d'entendre. Et si on veut écouter et avancer ensemble dans l'équipe, il faut qu'il y ait la confiance de chaque collaborateur et qu'il se sente en sécurité pour pouvoir émettre son avis. J'avance un peu si ça vous convient hein, sur la partie terrain. J'ai rencontré une vingtaine d'entreprises et de coachs à qui j'ai posé la question hein, comment quelles pour vous les clés de succès des transformations digitales? Comment vous voyez l'humain dans tout ça? Et j'ai comparé leur dire avec ce que m'avait appris la partie théorique. Et on se rejoint sur pas mal de choses. Il faut mettre en place, comme disait Gwenaëlle Roland-Ray, une culture, créer une histoire pour que les gens fonctionnent ensemble et qu'ils arrivent à créer
leur monde. Et effectivement, ils vont, s'ils se font taper sur les doigts sur une initiative, ils vont jamais recommencer. Ces entretiens, je les ai pas mal orientés entre l'externe et l'interne. C'était un aspect qui me touchait à cœur parce que j'étais longtemps dans une entreprise et puis maintenant je suis externe aux organisations. Et donc je voulais savoir quels étaient les apports des externes versus internes. Et effectivement, alors autant les DSI comme Éric Blanchot ou Isabelle Dobrynski qui travaillent sur les transformations chez AXA, on dit que bah, les externes, ça aidait pas mal. Surtout les internes qui avaient de l'ancienneté. C'est les internes qui avaient de l'ancienneté, finalement, qui avaient le plus de mal à se transformer et à voir autre chose. Et en fait, la vision d'un externe, ça permet d'avoir la vision de quelqu'un qui connaît d'autres entreprises, qui aussi bouge beaucoup parce que chaque fois qu'il travaille avec un client différent, il est obligé de s'adapter à une vision Oui, après, différente. Et donc, cet état d'esprit, ils vont pouvoir l'insuffler dans l'entreprise et aider à sa transformation. Et je voulais vous partager ce soir l'exemple de vente privée, en fait. Vente privée, qui est un groupe quand même assez important de plusieurs milliers de personnes, ils ont eu une grosse transformation en 2015-2016. Ils avaient pas mal grossi avant 2012, pardon, 2012. Et ils étaient en cycle en V et ils se sont aperçus qu'ils n'arrivaient plus à absorber les changements. Ils ont complètement cassé leur organisation en 2016 en passant à une formation. Alors là, Souhaite vous en parlera plus que moi la semaine prochaine, en fonctionnement agile. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une AMO, enfin des donneurs d'ordre, des réalisateurs, et puis une équipe de dirigeants qui donnent les conditions à tenir, ils sont passés avec des petites équipes d'une dizaine, d'une quinzaine de personnes qui sont chacune responsables d'un aspect de l'entreprise. Donc on appelle ça un product owner et son équipe. Euh, ces équipes-là sont complètement autonomes par rapport à l'objectif à atteindre. C'est-à-dire que la direction identifie les objectifs stratégiques et chaque équipe va dire, moi, je vais participer à l'atteinte de ces objectifs en apportant telle et telle chose que je vais réaliser. Et chaque équipe est aussi autonome dans la réalisation et dans l'atteinte de ces réalisations avec eh bien, un reporting trimestriel où ils montrent comment ils arrivent à atteindre ces réalisations. Et VP a aussi, d'un point de vue interne, mis en place des challenges entre ces équipes pour, eh bien, pour émuler les fonctionnements en interne et faire en sorte qu'ils avancent le plus vite possible. Et qu'ils atteignent les objectifs, voire stratégiques, voire qu'ils les dépassent. Ils ont pas mal d'échanges avec l'externe. Ils incitent les équipes à participer à des rendez-vous externes. Et ils vont au-delà puisqu'ils leur allouent du temps pour encourager ces échanges, c'est-à-dire que chacun doit, tous les 15 jours, eh bien, participer. Alors, on est hors Covid, j'ai fait ça avant le Covid, hein, mais je pense que c'est pareil avec Zoom aujourd'hui, hein, il n'y a pas de... C'est peut-être même plus simple. Doit participer à des réunions externes dans sa ville parce qu'ils ne sont pas tous au même endroit. Et surtout, doit en faire un feedback régulier en équipe. C'est-à-dire que tous les 15 jours, il y a des réunions où chacun arrive en disant « Moi, j'ai appris de l'extérieur telle et telle chose ». Et donc, comme il y a ces objectifs externes, ils le font parce qu'ils sont objectivés sur rapporter des idées. Et effectivement, VP récupère comme ça des idées de ce qui se passe à l'extérieur et eh bien, modifie son fonctionnement en utilisant ces idées. Ils font aussi pas mal venir l'extérieur en interne, d'abord par des coachs méthodologiques, par des partenariats alors avec l'école 42, avec la station F qu'on connaît bien,
etc., avec des startups qu'ils absorbent d'ailleurs s'ils trouvent que leurs objectifs, leurs réalisations eh bien, sont intéressantes. Et puis un dernier point que j'ai trouvé très pertinent, c'est, enfin très, très, très malin plutôt, de le présenter comme ça. Ils ont beaucoup de turnover dans les équipes SI, et en fait ils se disent, bah, ça nous permet, ce turnover, ça nous permet de nous renouveler parce que finalement, tous les 5 ans, on a renouvelé complètement l'équipe, 20% par an de gens nouveaux qui arrivent chez nous et qui nous apportent eh bien, les us et coutumes et la façon de faire des autres entreprises. Et du coup, avec tout ça, je me suis dit comment est-ce que j'allais, quelle typologie de levier je pouvais proposer pour aider les équipes à innover. Alors, je ne suis pas dans qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la conduite du changement. Hein, je pense que dans qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la conduite du changement, les collaborateurs subissent le changement. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment est-ce que je construis l'équipe qui va piloter, proposer le changement. Et donc, quelles vont être les typologies de leviers pour que cette équipe réussisse. Et du coup, j'en ai conclu que, ou je l'ai vu comme ça, qu'il fallait faire un œuf qui va éclore, hein, avec une équipe en interne, qui soit une équipe apprenante. Et puis, on va voir après, hein, plus précisément, les leviers. Mais ça, c'est la première typologie. C'est vraiment faire éclore cette équipe. Mais savoir aussi transformer cet œuf. Transformer cet œuf en faisant rentrer de nouveaux partenaires à l'intérieur de l'entreprise pour eh bien, avoir de nouvelles lunettes et des nouvelles visions. Et donc, en voyant le monde différemment, trouver de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire pour résoudre nos problèmes et optimiser notre fonctionnement. Et puis cette œuf, c'est pas uniquement en faisant entrer de nouveaux partenaires qu'on va le transformer, mais pour encore booster notre efficacité, il faut modifier encore cette vision en incitant, et vraiment en incitant et en objectivant l'équipe, en incitant l'équipe à aller voir à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de mon entreprise? Comment font les autres entreprises par rapport à des problèmes similaires ou vis-à-vis d'autres problèmes? Et par rapport à ces leviers, on va avoir des freins qui vont rendre cette transformation difficile, mais on va aussi avoir des facteurs externes qui vont soit freiner, soit modifier, soit transformer le sens, enfin, la cible qu'on va avoir. On en connaît un, je vous en préciserai plusieurs tout à l'heure, mais en facteur externe, j'ai notamment le Covid. Le Covid a tout changé, a changé beaucoup de choses dans les entreprises en 2020. C'était un facteur externe à l'entreprise et d'un coup, je crois que c'était le 17 mars ou le 15 mars, paf, on a tous travaillé à distance. On a tous changé de mode de fonctionnement du jour au lendemain. Facteur externe, vrai booster de la du TAD. Alors, le modèle, donc toute ma thèse, hein, arrive à ce modèle-là qui est finalement quelque chose d'assez usuel, mais bon, ça a le mérite de poser les choses. En se disant qu'une entreprise va jamais y arriver toute seule, elle va y arriver si elle s'ouvre à l'extérieur et si elle fait rentrer l'extérieur à l'intérieur. Alors, je suis allée plus loin sur les types de leviers, parce que donc dans les leviers internes, hein, effectivement, alors tant la bibliographie que la partie plus terrain montrent qu'il y a 3 types. Il y a choisir les bonnes ressources. Si on ne prend pas la bonne équipe avec des personnalités qui vont bien, qui constituent un collectif performant, si on n'y associe pas la bonne méthode de travail, ça ne marchera jamais.
Et je peux, voilà, je peux avoir plusieurs constructions, mais il faut vraiment avoir une équipe qui fonctionne ensemble. Il faut pouvoir partager le sens. C'est-à-dire que souvent, on dit aux gens ce qu'il faut faire, aux équipes exactement ce qu'il faut faire. En fait, ça ne permet pas l'initiative. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est expliquer pourquoi on va faire. Je dois me transformer bah, parce que je suis pas compétitif par rapport à, euh, à la société d'au-dessus et qu'il faut absolument diviser les coûts par deux parce que sinon on est mort. Le marché, dans 2 ans, on met la clé sous la porte. Et quand on donne du sens, généralement, les gens adhèrent et trouvent des solutions. Une fois qu'on a donné ce sens, il faut partager et communiquer pour que tout le monde ait le même. Comme je disais, assurer la cohésion hiérarchique pour pas qu'il y ait un chef qui dise A, un chef qui dise B, mais qu'on aille tous dans le même sens. Et ancrer cette transformation par des objectifs et des indicateurs. S'il s'agit de dire il faut faire 2 fois plus efficace l'année prochaine et 2 fois plus performant, tous les managers vont essayer de refaire la même méthode que celle qui, enfin, reprendre la méthode qu'ils connaissent. Ils vont pas essayer de changer une méthode. Parce que ça sera plus sûr. Et pour eux, ils prendront moins de risques à refaire pareil et en essayant de faire plus court qu'en essayant de trouver une nouvelle méthode. Donc il faut vraiment, si je veux changer, partager le sens, mais ancrer les objectifs de changement dans les indicateurs que je vais suivre. Les gens, voilà. Et puis valoriser le collectif. Et une fois qu'on a fait ça, il y a toute pas mal de leviers pour fournir le terreau à l'émergence de cette équipe apprenante. Et qu'on a vu, c'est partir du terrain, être opérationnel centrique, regarder ce qui se passe au départ. C'est la caissière du supermarché qui connaît mieux la façon de satisfaire le client à la passage en caisse. Elle les voit tous les jours. On a vu, c'est encourager donc les initiatives de chacun, favoriser les échanges intermétiers, la finance, le SI, les RH ont chacun leur vision des choses, mais quand j'échange avec quelqu'un d'une direction différente, eh bien, je vais avoir son point de vue et ça va m'aider pour transformer le mien. On a vu qu'il fallait donner le pourquoi, expliquer pourquoi, mais il faut laisser la liberté du comment le faire à l'équipe, parce que c'est là-dessus qu'elle va construire sa solution et qu'elle va se l'approprier. Voilà, je vais peut-être pas tous les passer parce que ça va vous lasser. Un point important, c'est céder de l'esprit critique français. Il faut voir que dans ces transformations digitales, on est très notre culture personnelle est très importante. Et en France, il y a quelque chose qui est super, tout le monde me l'a dit, les gens ont l'esprit critique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils se sentent en confiance, en sécurité, ils vont dire faut pas faire ça, faut faire autre chose. Et en ayant ces bonnes idées, on va pouvoir construire une nouvelle solution. C'est pas du tout le cas quand on y pense. C'est de ce qu'on m'a dit, hein, des Chinois, des gens, des Asiatiques qui ont un peu plus de mal à remettre en cause ce qui existe. Et donc là, il y a des méthodes particulières pour leur permettre de s'exprimer. Et donc utiliser toutes les méthodes collaboratives, ateliers participatifs, design thinking, tout ce qu'on entend pour, eh bien, pour favoriser cette émergence d'idées. Et puis donc plus particulièrement donc dans le type de levier, faire entrer des nouveaux partenaires dans l'entreprise, c'est le recrutement externe, ça on le connaît tous, hein, des nouvelles personnalités qui vont voir autre chose. S'appuyer sur les prestataires, j'en ai parlé. Les coachs et les cabinets spécialisés qui vont aussi, dans leur domaine, apporter leur pierre pour apporter de nouvelles méthodes. Ouvrir les projets donc, et des groupes de réflexion à l'externe. Il y a des entreprises, Orange en tête, j'ai AXA en tête, qui dans leurs projets vont inviter des parties externes, des participants externes pour avoir leur avis. L'utilisatrice de téléphone lambda, pour AXA, un agent d'assurance, etc. Et ça va permettre d'émuler, de trouver de nouvelles solutions que les gens en interne de l'entreprise n'auraient pas vues. Alors, souvent, on le fait avec des fournisseurs, c'est parfois plus difficile avec des clients parce qu'on a tout
le contrat et les aspects contractuels qui font que surtout en France, on se dit, je vais pas montrer à mon client que je fonctionne pas très bien et je vais pas lui demander des idées. Avec les fournisseurs, c'est parfois plus simple. Euh, bon, dans cette optique-là, hein, dans ce type de levier-là, il y a tous les. Alors, avant le Covid, là aussi, hein, à distance, c'est plus dur. Hackathon, idéathon, open innovation, donc toutes les sessions de test, hein, où on invite pendant une journée, 2 journées, plusieurs sessions, des gens, des gens externes à l'entreprise pour qu'ils proposent des solutions à des problèmes qu'on peut avoir. Et puis, comme fait VP, mettre en place des partenariats et des écosystèmes de partenaires pour travailler avec d'autres entreprises et essayer de trouver des solutions. Pour booster encore plus, comme je le disais, modifier la vision interne en allant vers l'externe. Alors là, je vais tout de suite aller au quatrième parce qu'on est très fort sur réseau Udino. C'est participer à des réseaux de pairs et des communautés de pratique. Le réseau Udino en est vraiment un exemple. Passer du temps ensemble pour apprendre des choses nouvelles, discuter avec d'autres du même secteur ou pas, c'est ce qui va nous permettre de changer notre vision des choses et donc d'apporter de nouvelles idées à l'entreprise. Bon, tout ce qui est MOOC, formation et bien sûr, acculturation au digital, les contacts inter-entreprises au lieu du réseau, hein, ça va nous aider à voir les choses différemment. Et les freins qu'on a, alors moi j'en ai trouvé, enfin j'en ai identifié 3 d'importants. Un, l'effet de mode. Je pense que souvent on se dit aujourd'hui il faut se transformer, toutes les entreprises doivent se transformer. En fait non. Toutes les entreprises ne doivent pas se transformer et être plus digitales. Ça dépend de l'objectif et du marché de l'entreprise. Donc, dire il faut parce que c'est la mode, ça va pas aider la transformation. Il faut parce que c'est un objectif. J'ai un sens, je dois me transformer parce qu'il y a quelque chose, mais pas parce que c'est la mode. Bon, un autre frein qui est très important, c'est le confort du as usual. C'est beaucoup plus simple de faire ce qu'on connaît, de la façon dont on connaît, que de changer de méthode. Et puis le troisième, c'est le temps d'assimilation qui va faire que je ne vais pas d'un coup trouver la bonne solution. Il va falloir que je fasse éclore cette équipe apprenante, que je fasse rentrer des nouveaux partenaires, que j'aille trouver de nouvelles idées à l'externe, et puis que je fasse des allers-retours pour à un moment se dire, là, j'ai trouvé ma solution pour me transformer et c'est ce qui va me faire gagner. Et peut-être que je vais trouver une solution et ça ne sera pas la bonne, comme on dit. Je vais tester, je vais revenir en arrière et je vais le refaire une autre fois et puis après, je vais y arriver. Ou on va y arriver plutôt. Et dans les facteurs exogènes, je vous parlais de la culture individuelle. Euh, L'Indien, le Français, le Hollandais, l'Américain, et je pense que vous en connaissez bien d'autres, ne fonctionnent pas du tout différemment. Et je peux avoir des transformations qui sont super importantes pour des entreprises françaises et qui n'existent même pas pour des entreprises hollandaises ou américaines. Parce que, par exemple, c'est un process que je dois changer et pour l'américain, il n'y a pas de process. Donc, il n'y a pas de problème de le changer puisque ça n'existe pas. Il n'y a que le résultat qui change, qui compte. Autre facteur, hein, la réglementation, la concurrence, des fusions, des rachats. J'ai une boîte qui rachète une autre. D'un coup, ma culture va changer. On va fusionner les process. On va se transformer peut-être beaucoup plus vite. Peut-être que ça ne va pas marcher. Mais voilà, un facteur complètement exogène qui va booster cette transformation. Et puis, donc, tout ce qui est facteurs environnement et sociaux. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, enfin, du cas du Covid, qui est un cas tout à fait qui rentre tout le temps, tout à fait là-dedans, hein, qui a fait en sorte que les entreprises aujourd'hui sont transformées à la vitesse grand V. Et ce qu'il faut voir là-dessus, c'est qu'effectivement, tous ces leviers vont pas pouvoir être exercés par toutes les personnes. C'est-à-dire que le dirigeant va en avoir certains, c'est lui qui va décider du plan de formation. Le directeur de projet va pas pouvoir faire ça. Par contre, le directeur de projet, il va pouvoir valoriser le collectif de proximité beaucoup plus que ce que peut faire le dirigeant. Et donc, en fonction de la position hiérarchique, ou plutôt de la zone d'influence de chaque personne,
eh bien, ils vont pouvoir agir sur tel ou tel levier. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je crois que je suis à peu près dans les temps Oui, oui, c'est pour parfait, aujourd'hui. Michel. On a quelques questions. Ouais. En tout cas, merci pour cette présentation. Donc, alors, j'avais une première question qui était la suivante. Voilà, est-ce que tu peux te redresser un tout petit peu pour qu'on te voit? Ouais, Voilà. c'est l'histoire de la. Voilà, c'est parfait. Qui était sur l'émotion. Tu parlais effectivement de l'émotion en disant que ça pouvait être une problématique en interne, et pour autant, tu as parlé de l'émotion comme un facteur d'innovation. Donc, est-ce que l'émotion est importante ou pas finalement? Alors, jouer sur. C'est deux choses différentes. En fait, on parle d'émotion, mais on a peut-être un vocabulaire en France qui n'est pas assez riche. Pour moi, c'est deux choses différentes. Si dans une conversation, je suis émotive et j'exprime mon émotion en mon interlocuteur, on, on- on peut fausser la discussion. D'accord? Par contre, si je vois quelque chose qui joue sur mes sentiments, je vais être frappée ou je vais être plus sensible au changement que si on me dit qu'il faut faire quelque chose. Donc je pense que c'est deux sujets différents, hein. Je sais pas si j'ai répondu à la question ou pas, mais Oui, ce que je vais proposer finalement à tous, c'est que comme on n'a que trois, quatre questions pour le moment, je vais rouvrir les micros si vous êtes tous d'accord, et puis chacun posera sa question. Je pense que ce sera probablement plus simple comme ça. Voilà. Donc vous posez votre question en direct. il n'y a pas de question. J'ai Sinon, été sinon, on attend. claire ou bien je vous ai assommé en fait, hein. Sinon, en attendant, je peux déjà prendre une question. Alors, qui dans l'entreprise finalement est déclencheur de cette transformation? Est-ce que c'est le CIO? Est-ce que c'est le DRH? Est-ce que c'est une autre personne selon toi? En tout cas, ce que tu as pu observer. Alors, je pense que c'est souvent le dirigeant qui se dit j'ai une transformation à faire, d'accord, Euh, et qui va enclencher le sens, qui doit donner le sens, d'accord. Après, faut monter les bonnes équipes pour pouvoir réaliser cette transformation-là. On ne transforme pas un process comme ça de son propre, sans l'accord de sa hiérarchie ou de son dirigeant, quoi. Juste, normalement, vous pouvez tous débloquer vos micros, hein. Normalement, ils sont débloqués, mais je vais les débloquer, hein, un par un. Alors, il y a une question en attendant, il y a une question sur ton expérience, si tu as déjà une entreprise qui a pratiqué le design thinking, justement dans la transformation digitale. Bah, oui, 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 tout à fait. On a, par exemple, AXA qui fait ça, Orange qui fait ça souvent. Alors le design thinking, ça va permettre justement de jouer sur l'émotion et sur la visibilité, puisque finalement, on va aller voir comment font les autres sur le terrain. Et à partir de tout ce qui a été collecté comme ça par ces visions de terrain, on va essayer d'identifier ce qu'il faudrait faire pour résoudre les problèmes. C'est un outil, moi je travaillais 18 mois là chez Orange, et c'est un outil qu'ils utilisent souvent en fait, hein. Ils sont Ouais. accompagnés généralement, c'est sur ces trucs-là, par des coachs, hein, des experts du domaine, qui animent les sessions en fait, hein, et qui ont tous les aspects méthodologiques, sachant que le contenu, lui, il est métier, donc c'est plutôt les gens d'Orange qui font ça, quoi. Ah, l'équipe du quotidien. Je vois une question, hein. Alors, euh, je vois comment on sort les équipes du quotidien. Après, j'en ai vu une autre, là, je répondrai après. Eh bien, alors c'est là où c'est parfois difficile, c'est qu'effectivement, les gens sont souvent la tête dans le guidon et n'ont pas le temps. Pour autant,
moi, j'ai rencontré quelqu'un et qui était de chez Thales, qui travaillait avec des opérationnels. Donc, il était en production et il prenait le temps de faire rencontrer dans ses projets des opérationnels de différentes entreprises. Juste, eh bien, il allouait à ses équipes le temps nécessaire pour le faire. Et c'est une question d'état d'esprit, hein. Voilà. Et aujourd'hui en France, effectivement, souvent, on n'a pas le temps d'aller voir à l'extérieur parce que la culture, c'est on alloue nos 8 heures par jour au travail dans l'entreprise et après 8 heures, les gens ne sortent plus, effectivement, ils sont fatigués. PME, grandes entreprises. Alors, je veux dire que, bon, j'ai fait un travail donc un temps resserré et moi, je suis plutôt grandes entreprises. Alors, c'est vrai que, mais je me suis assez focalisée dans les gens que j'ai rencontrés sur des grandes entreprises et plutôt du secteur des services. Je pense que de ce que j'ai vu, elles sont beaucoup plus pénalisées que les petites parce que dans les grandes entreprises, le poids de la hiérarchie, il est extraordinaire. Et du coup, cette transformation digitale, je prends le cas d'Orange parce que là, j'y ai passé 1 an et demi. En fait, elles se font au niveau opérationnel et pas au niveau des directeurs. J'ai rencontré chez Orange des responsables de transformation de la culture Orange qui travaillaient, en N-2 donc du DG et qui disaient j'ai abandonné parce que de toute façon, quand je travaille avec le CODIR, je m'aperçois que les gens ils veulent pas perdre leur pouvoir hiérarchique et que de toute façon je suis un peu en train de leur demander avec le co-développement de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Elle a dit je n'y arrive pas. Je ne peux y arriver qu'avec des gens qui veulent et je travaille finalement plus qu'avec les gens qui veulent bien. Parce que sinon, c'est pas possible. Et ça, c'est le gros frein des grosses entreprises. Je pense que dans les PME, eh bien, c'est plus petit, la hiérarchie, elle est certainement moins lourde et ça doit être plus simple. Si je peux juste me permettre, je pense que c'est un peu la même chose. Dans les deux cas, il faut que ce soit le dirigeant qui décide et qui montre le chemin. Je suis complètement d'accord. Si je peux aussi rajouter, moi j'ai travaillé chez Disney et chez Prisma où les deux sociétés, c'est vraiment, il y a des équipes internes sur la transformation. Mais si ce n'est pas le PDG qui montre l'exemple, qui insuffle très, très, très fortement cette transformation avec justement tout l'engagement qu'il faut développer à tous les étages. Et aujourd'hui, la transformation se passe par la base. Ce n'est plus la pyramide qui insuffle vers le bas, mais il faut surtout écouter aussi la base. Et c'est là souvent où il y a des problèmes. Donc, moi, je pense que souvent, on a un directeur d'innovation qui est nommé, mais si ce n'est pas un directeur d'innovation qui travaille vraiment étroitement avec le PDG, il n'est souvent pas entendu en interne. Et comme on doit travailler tout en transverse pendant ce process de transformation, c'est compliqué. Moi, j'ai vu que c'était compliqué. Après, c'est vraiment c'est le meilleur directeur de l'innovation, pour moi, c'est le PDG. Ouais. Non, mais c'est là, quand je disais donner le sens, c'est ça en fait, hein. Si on n'a pas le sens, ça marche pas. Mais si on l'a, il faut aussi qu'il soit partagé par toute la hiérarchie, sinon ça marche pas non plus. Oui. Je suis d'accord. J'ai écrit un message disant que j'ai vu beaucoup de principes lean dans ta présentation. Le dernier dont les gens parlent, il faut écouter la base, le principe de reverse de pyramide. Quand on fait la transformation, effectivement, il faut reverser la pyramide et c'est les opérationnels, comme tu dis, l'exemple de la caissière qui connaît mieux le client et comment se passe la relation client. C'est la même chose dans tous les process. Oui. Donc, j'ai vu beaucoup de principes lean dans ta présentation et qui sont une réalité. Il y a même le dernier qu'on parle de ces top-down, c'est la hiérarchie, s'il n'y a pas, et puis une continuité du propos, constancy of purpose, quand il y a une stratégie à mettre en place qui génère des transformations, il faut assurer une continuité dans le temps aussi. Tout à fait.
Le, le Lean permet effectivement d'aider cette transformation-là. Mais c'est un état d'esprit. Le Lean, après, c'est un outil, ouais, on est là-dessus. Et en fait, derrière, il y a un état d'esprit parce que je peux appliquer la technique, mais si je n'ai pas l'état d'esprit, je n'y arriverai pas. Et l'état d'esprit, ça passe aussi beaucoup par la communication interne, justement. Et moi, j'aime bien quand les sociétés, vraiment, ils insufflent l'envie, ils donnent le temps aux employés de faire de l'entrepreneuriat et de justement rencontrer la direction, de présenter, pas uniquement des startups qui sont invitées souvent dans les sociétés pour présenter leurs idées, pour être un peu pris dans un incubateur pour justement aider cette société et développer quelque chose, mais vraiment les employés qui ont des bonnes idées et qui sont payés pendant 6 semaines, 8 semaines, à vraiment accoucher leurs idées et donc on leur donne le temps de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui donc, en termes de valeur, super. Ouais, tout à fait. Aussi, Ouais. On parlait des principes Lean, on est vraiment dans les principes safe qui sont à la fois du Lean et de l'agile, en fait. Oui, Oui. mais derrière ce que je disais, c'est l'état d'esprit qui va faire que ça va marcher. C'est pas le safe, c'est pas le lean, Ouais. c'est quelque Oui, part. mais ça fait partie des principes de safe, c'est cet état d'esprit, l'envie Oui. d'amélioration continue, d'apprendre tout le temps, d'avoir le management qui donne le sens et qui est mouillé, etc., qui fait partie, que ça s'appelle business owner, peu importe le niveau, qui fait réellement partie, je dirais, des équipes qui sont vraiment intégrées avec les personnes qui sont un peu plus en réalisation, etc. Maintenant, le passage à justement quelque chose qui est, je dirais, un flot continu d'amélioration, etc., pour transformer ce passage-là, d'inverser les matrices, les machins, c'est quand même pas, en même temps que continuer à avoir les résultats trimestriels, etc., c'est pas si simple que ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les managers, eux qui ont toujours les mêmes objectifs aussi parfois, aucune société, aucun actionnaire vont dire on va se transformer, on va accepter de baisser de 20% les chiffres cette année, mais on va se mettre en bonne position. Personne ne fait ça. C'est ce que je disais, effectivement. Du coup, avec des objectifs de performance, le manager est plutôt tenté à refaire ce qu'il sait faire plutôt qu'à trouver de nouvelles méthodes dont il n'est pas sûr des résultats, quoi. Et finalement, donc, du coup, il ne se transforme pas, sauf si on lui donne un objectif qui est de se transformer, effectivement. Mais si on accepte aussi l'erreur, et là, c'est difficile, quoi. Ouais. Michel, est-ce que tu peux nous parler de la notion de temps? Parce que bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez, quand on parle d'objectif, souvent il y a un temps qui est associé pour pouvoir réaliser cette transformation. Est-ce que tu peux nous donner quelques tuyaux pour bien gérer le temps et est-ce qu'il faut donner le temps pour transformer justement? Je pense que ouais, il faut donner le temps. C'est ça. Si on se dit, il faut. Alors après, il y a des choses comme le Covid, marche bien. Du jour au lendemain, le 17 mars, tout le monde a fait du TAD. Finalement, ça s'est pas mal passé. Bon, moi, j'étais dans une entreprise qui était déjà à travailler à distance, donc ils ont pas, je sais pas, il n'y a pas eu de rupture. Mais je pense que même les entreprises qui ont eu de rupture, alors là, je vois mes enfants, c'est pas les entreprises peut-être, mais mes enfants qui sont passés de l'école à distance du jour au lendemain, en 4 jours, c'était fait, quoi. Mais il y avait un facteur externe qui était super puissant. On n'avait pas le choix, quoi. Et donc, ouais. Non, je voulais dire l'urgence, tu sais, le changement dans l'urgence, il faut avoir l'urgence. Là, on l'a eu le cas du Covid, donc c'était. Donc oui, il faut se donner du temps pour changer, mais on voit que quand on a le couteau sous la gorge, comme le Covid, du jour au lendemain, eh ben finalement, tout le monde est sur Zoom, quoi. Pas mal quand même. Et si on n'a pas le Covid? Ben, alors, il y a le fait qu'une entreprise qui a le couteau sous la gorge, elle va y aller, quoi. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, il faut arriver à mettre suffisamment d'objectifs chez les gens, et on revient aux objectifs de Philippe, pour qu'ils trouvent pour qu'ils se donnent le temps de se transformer. Et sinon, ça ne marchera jamais. Et surtout, tout ce qui est quelque chose. Et là, on a tout le problème avec qui ont discuté. Je crois que c'était aussi avec Orange, je ne sais plus. Des managers, ils vont jamais accepter. Passer de manager à coach, quand on a appris pendant 20 ans
que le Graal de la fin de carrière, c'était de manager, c'est super dur. Et le problème, c'est que, donc, pas facile de lâcher un peu la bride et de faire innover, de laisser ces équipes innover et construire quelque chose. Et puis ceux qui sont derrière, qui ont 40 ans, quand enfin ils auront le poste, ils auront tellement souffert pour l'avoir qu'ils feront exactement la même chose en fait. Et cet état d'esprit, ce changement d'état d'esprit, moi je pense que, enfin, de ce que j'ai rencontré dans les grandes entreprises, je vais peut-être, c'est ce qui les empêchait d'avancer. Et c'est pour ça que ça prenait beaucoup de temps aussi. Disons, moi j'avais une personne que je connais qui avait vraiment un très très gros poste, et lui il me disait, en fait, il avait discuté avec un patron de banque et il rigolait comme ça, et le patron de banque, une très très grosse banque française, il disait le seul truc qu'il avait réussi pendant son mandat à faire changer, c'est qu'au restaurant de direction, au lieu d'avoir poisson et viande, il n'y avait plus qu'un des plats. C'était le seul truc de ça. Ouais, Mais en fait, parce que les patrons de BU, c'est ceux qui ont l'argent, par exemple, et ils vont me dire, c'est une excellente idée, mais c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas machin, ou il faudrait voir plus grand, voir par le petit bout de la lorgnette. On fait grossir le projet, l'autre passe pour un con et il n'y a rien qui se passe, par exemple. Il y a tous ces tas de facteurs qui peuvent être, de stratagèmes qui peuvent être mis en place, etc. Parce qu'il y a les baronnies dans les grosses boîtes, parce que… Et Jérôme Pépi, je crois qu'il a fait, en partant à la retraite, là, une Oui, synthèse sur ce SNCF. sujet en disant que finalement, il n'avait pas transformé tant que ça, hein, parce que voilà, ça allait à la vitesse des trains, quoi, et il n'y arrivait pas. Donc C'était moi, pas ce un que j'ai TGV. essayé, c'est identifier des leviers qui permettent, si on les utilise, et c'est pas facile, hein, de justement mettre en place cette ambiance qui va nous permettre de voir différemment les choses et de trouver d'autres solutions, quoi. Pour ajouter quelque chose sur le temps et la culture, quand on rejoint une société, on voit tout de suite la culture et le principe d'être réactif versus proactif. Ceux qui font la transformation, c'est ceux qui sont proactifs, tout le temps proactifs par rapport au marché, par rapport aux technologies, par rapport à la concurrence, et pas attendre qu'ils soient dans les difficultés pour essayer de se transformer. Quand on est dans les difficultés, c'est on réagit à quelque chose pour juste régler un problème et pas préparer le futur. Cet état d'esprit et culture de proactivité, c'est très important. Et je voudrais juste, Michel, ajouter un truc par rapport à ce que tu disais sur le test and learn, etc. C'est pas seulement une équipe qui apprend en se trompant puis jusqu'à arriver à son objectif. C'est toute l'entreprise. On peut avoir un projet ou quelque chose qui marche dans une BU quelque part, hein, dans un pays ou dans une BU ou quelque chose comme ça, et puis on montre aux autres qu'effectivement ça marche. Et sur ça qu'on construit cette culture de test and learn et d'amélioration continue. Voilà. Et effectivement, en montrant aux autres que ça marche, ils vont se dire, mais nous aussi, pourquoi ça marcherait pas chez nous, quoi. Effectivement, j'ai fait plusieurs. Alors, je suis dans les opérateurs télécoms et là, j'en ai fait 3. Donc, comme il y en a 4 en France, on fait un petit tour. Et je me suis aperçue dans mon petit tour qu'il y a des fois, il y a des choses qui n'existaient pas chez l'un et qui chez les autres étaient un axiome, mais un truc intangible. Et je finissais par leur dire, mais attendez, c'est chez vous cette vérité. Chez les voisins, ça n'existe même pas. Et c'est là où c'est intéressant, effectivement, de voir ce qui se passe ailleurs, parce que c'est en voyant ça qu'on se dit, c'est pas possible d'avoir ces freins. Ou on peut les enlever, du moins. Sinon, on ne réagit pas, on n'arrive pas à réaliser, en fait. Et donc, c'est Pour pour mettre ça que tout le les monde échanges sont en, très importants. pour mettre tout le monde en dynamique et faire en sorte que ça puisse fonctionner, que cette transformation puisse fonctionner, je me permets juste de revenir sur deux points. Le côté pyramide inversée, c'est pas tout à fait ce que je perçois. Moi, j'ai le sentiment, quand on demande à la caissière son rapport avec le client et les attendus du client, on ne renverse pas la pyramide. On remet en fait chacun à son niveau à son rôle et à son niveau de responsabilité et de connaissance en fait. Et en fait, on fait remonter ensuite l'information et chacun au-dessus, N+1, N+2, N+3 et tout ça, vont ensuite, enrichis par ces informations qui remontent du terrain, vont ensuite décider.
On n'inverse pas du tout la pyramide. C'est bien les personnes qui doivent décider, qui vont décider, enrichies par le retour du terrain, Oui, je enrichies par sais en pas fait si... le retour de tout l'écosystème. C'est ça qui est important. On ne renverse pas du tout. On remet en fait chacun à son vrai niveau de connaissance, d'information et de responsabilité. Me semble-t-il, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et le point 2 par rapport au timing, l'idée en fait c'est d'avoir un état des lieux toujours avec la direction générale, toujours avec le COMEX, avec le CODIR, parce que ça ne peut venir que d'eux. Si ça vient d'une BU, aussi puissante soit-elle, il y aura toujours un plafond de verre. Et donc, les autres BU ne bougeront pas. Et de ce fait, en fait, on perdra du temps et ça désengagera les gens. Et comme par hasard, on perdra en productivité. L'idée, en fait, c'est de partir d'un état des lieux A, avec, encore une fois, ce fameux COMEX, qui partage, tous les membres du COMEX qui partagent cet état des lieux, et ensuite fixer un objectif soyons ambitieux, 3 ans. À l'heure actuelle, c'est très ambitieux. Et ensuite, on voit ensemble quelle stratégie, avec les middle managers, va être mise en place pour atteindre l'objectif fixé préalablement par les dirigeants, par le COMEX. Et c'est ça qui, derrière, va mettre tout le monde en branle et tout le monde en dynamique de transformation, en fait. Ce qui fait que ça va éviter l'écueil des efforts vains de la part de certains dans leur coin. Ça va permettre d'embarquer tout le monde. Et puis, ça donnera globalement le sens et la vision. C'est ça qui est important par rapport à ça. Et une fois qu'on aura défini à 3 ans, si c'est 3 ans, cet objectif, ensuite, on rétro-planifie en fonction de l'état des lieux, en fonction du point où on en est aujourd'hui. Et on rétroplanifie, on voit justement les étapes et les étapes intermédiaires justement pour pouvoir arriver à ce point sous 3 ans. Voilà en tout cas comment je pense qu'il faut fonctionner, comment ça fonctionne dans certaines sociétés. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit un gros groupe comme une PME, c'est la même méthodologie, quel que soit en fait le périmètre d'intervention et la taille de l'entité en question. C'est la même démarche qu'il faut adopter, me semble-t-il. Et à peu près dans des choses équivalentes. Hein. Je ne parlais pas d'inversion de la pyramide, j'ai juste que Non, faut non. écouter tout le monde et dialoguer et tout le monde a de bonnes idées en fait. C'est surtout ça. C'est Hein. moi qui parlais de la reverse de pyramide. Et effectivement, ce que tu dis, effectivement, on reverse pas le pyramide. La caissière ne devient pas la directrice du magasin. Mais c'est dans ce que disait Michel qu'il faut écouter les points de vue. Et quand on veut faire améliorer un process, ce sont les gens qui sont sur le terrain qui connaissent la réalité du process.